Alors, première question, quand est-ce que vous vous êtes vu pour la première fois? Moi, la première fois que j'ai vu Cyril, c'était l'arrivée à Saint-Brieuc avec Eddy Merckx, où il a gagné sur le Vélodrome. Donc c'est la première fois que je l'ai vu. Après, il y a eu un critérium à Saint-Brieuc, mais j'étais encore le gelot, donc pas ce que je suis devenu après. Et donc j'avais fait un numéro et ils étaient tous les deux assis avec Jean-Pierre Danguillaume sur un banc public. Donc ils regardaient, ils disaient, c'est qui celui-là? Bon, je vous avoue franchement, je ne l'ai pas vu. Hein. Ben non, parce que j'allais trop vite. Et après, la première confrontation qu'on a eue ensemble, c'est quand j'ai fait l'Étoile des Espoirs, où j'étais invité par le père Houbron, parce qu'il n'avait plus personne. Il dit ben, viens voir, toi, parce que les autres, ils sont tous morts. Donc, et là, c'est que. On a fait les sprints, on s'est châtaigné un peu déjà. Oh, châtaigné, pas tout à fait vrai. Alors effectivement, moi ce que tu racontes, j'étais de l'autre côté de la toile, mais c'était bien que tu t'intéresses à moi, c'était déjà intéressant. Peut-être que déjà dans ta tête, il y avait peut-être un certain feeling, je ne sais pas. Et puis la première fois, effectivement, c'est à l'Étoile des Espoirs qui se déroulait en Bretagne. Fougères. Fougères, oui, chez Manjas, il revient tout le temps d'ailleurs, Manjas. Et puis à un moment, d'abord il y a eu le contre-la-montre où Bernard fait un super chrono, il fait 2, moi je fais 4 ou 5, je ne sais plus. Et puis derrière, il est en deuxième position et Bernard Hinault fait du Bernard Hinault. Alors il est avec l'équipe de France. Il est nerveux, il attaque un petit peu partout. Et puis à un moment, je lui fais Bernard, tu pourrais pas te calmer parce que là, on est dans un autre monde. Si tu veux te faire éjecter, il faut peut-être que tu te calmes un peu. Et je lui dis t'inquiète pas, tu feras 2, mais si tu continues à faire ce que tu fais. D'ailleurs, à un moment, il avait viré tellement vite dans un virage que je l'ai vu partir dans le champ de choux. Je ne sais pas s'il y avait des choux, mais c'est une image. La brouette. Dans la beurrouette. Et là, je lui fais, attends, maintenant, on se calme, on n'est plus chez les amateurs. Alors, il faut savoir déjà qu'à cette époque-là, j'avais eu des relations indirectes avec Bernard, avec 2 personnages, Dédé Le Guillou et Joaneda. Mais quelques années auparavant, où il m'avait demandé qu'est-ce que tu penses de Hinault. Je dis Hinault, effectivement, c'est pas mal. Tu comprends, il faudrait qu'il fasse la Route de France, parce que s'il fait la Route de France, il va passer pro. Et je leur avais dit, la Route de France, il n'a pas besoin de faire la Route de France pour passer pro. Le talent qu'il a fera que, de toute façon, quand on a du talent, on passe pro, c'est pas parce que tu fais la Route de France ou pas. Voilà. Puis là, ça s'était arrêté là. Et puis, alors, j'avais aussi une certaine sympathie pour le coureur, parce que quand on est plusieurs jours dans une course, on commence à ressentir des choses. Et puis à l'arrivée, moi j'étais leader du classement par points, et je lui demande de m'emmener le sprint. Je lui dis, attends, bouge pas, tu vas... Et il m'emmène le sprint. Alors je ne sais pas s'il s'en rappelle, il y avait une petite épingle à cheveux. Il sort, on n'arrivait pas pour la gagne, hein. Il sort de l'épingle à cheveux, et il met ce qu'on dirait aujourd'hui les watts. Et là, j'ai fait j'ai perdu 2 longueurs d'entrée. Bon. J'ai quand même fini par le sauter, mais je me dis, putain, il y a des chevaux là-dessous. Bon. Et puis, l'Étoile des Espoirs se passe, et l'année suivante, je vais le retrouver dans les courses pro avec Jean Stablinski et une des premières épreuves où je suis, c'était le Grand Prix de Westmel. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, où tu es parti au départ, tu as fait un raid, tu t'es fait becter à 5 bornes de l'arrivée. Et là, je dis, il va falloir le calmer, le petit jeune, parce que là, il fait n'importe quoi. Mais Jean Stablinski était content, tu avais fait ton numéro. Et il y avait le départ des 4 jours de Dunkerque derrière. C'est possible. Non, c'est même sûr. Et là, au départ des 4 jours de Dunkerque, je développe. Hein. Je vais le voir et je lui dis, ton numéro il y a 2 jours, c'était très bien, ça a amusé la galerie. Tu feras que 3 jours, voire 4 jours maximum, ou 4 jours de Dunkerque.
Il me dit, qui c'est ce con? Effectivement, il a fait que 4 jours. Et pourtant, le jour, l'étape où il abandonne, il y avait 2 demi-étapes. Le matin, il était quand même sorti. Et l'après-midi, le moteur s'est enrayé. Et on s'est retrouvés dans un critérium en Bretagne après. On s'est mis à discuter tous les deux dans une petite école en Vendée. Voilà. Et où tu m'as parlé de tes problèmes avec Stablinski. Et après, tu es venu me voir à Paris-Tours. Il me dit, si c'est moi qui reprends l'équipe, est-ce que tu restes? Je dis, si c'est toi, je reste. Si c'est Stab, je pars. Voilà. Et vous, voilà vous avez tout là ou presque. Voilà comment notre histoire a commencé. Bon, Bernard, vous n'étiez pas encore le leader de l'équipe. Non, déjà, la première année en 75, avec Stablinski, on avait un leader qui voyait des éléphants roses. Donc, je me suis retrouvé presque le leader de l'équipe, parce que les anciens, ils se sont dit, tiens, le petit branleur, là, il va nous chercher un peu de pognon, donc on va l'encourager. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, quand tu étais néo-pro, souvent tu servais de larbin pour les autres. Et là, ça a été le contraire. C'est que tous les anciens se sont mis à dire, vas-y. Et c'est comme ça que je suis devenu, pour ainsi dire, dès la première année, quoi. Et après, en 76, je suis arrivé avec quelques kilos de trop. Hein. Tu t'es foutu de ma gueule. Mais t'en as encore. Hein. Pas autant que toi. Non, puis, après, c'est une erreur de jeunesse, mais c'est pas grave quand tu as 21 ans de prendre quelques kilos. Et puis, surtout, il faut te dire dans la tête, ok, j'ai fait une connerie, mais maintenant, je ne le referai pas 2 fois, quoi. Et puis derrière, on a eu 7 ans ensemble qui ont été géniaux, quoi. On a fait évoluer beaucoup de choses. On a fait évoluer les premiers qui ont bougé au niveau médical, c'est avec le professeur Ginet à Nantes, parce que toi tu le connaissais plus ou moins, c'était le début de la médecine du sport. Et Armand Maigret. On a eu cette chance aussi d'être à la Régie Renault, où on a rentré un petit peu dans l'aérodynamisme, on a fait énormément de choses. Et le début du sport, vraiment un peu technique, c'est notre période. Alors c'est sûr que ça en a choqué quelques-uns. Hein. Cyril, il fallait polir le diamant Hinault au début. À partir du moment où vous devenez quelque part responsable de quelqu'un qui vous fait confiance, vous avez des devoirs. Des devoirs sur le plan humain, des devoirs sur le plan du développement de l'athlète, et vous devez aussi avoir en perspective quel est le niveau où il peut arriver. Et que ce soit avec Bernard, que ce soit avec les Madio, Mottet, Thierry Marie, Laurent Fignon, Greg Lemon, j'ai toujours eu cette démarche de dire qu'est-ce que je dois faire pour faire en sorte que l'individu puisse s'exprimer et exister au travers de son talent, de sa mentalité, de son charisme, de sa personnalité. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit, on me demandait « Ah oui, mais comment tu fais avec Bernard Hinault, mais avec Laurent Fignon ?» J'ai dit « Mais attends, j'ai jamais eu la même attitude avec Laurent Fignon qu'avec Bernard Hinault. Ce sont 2 personnages totalement différents. » La qualité d'un manager, c'est de s'adapter à son athlète. Et pas à l'inverse. Si vous voulez que tout le monde soit au diapason de ce que vous voulez, vous ne pouvez pas être bon. Chaque individu est différent. Bernard il avait sa personnalité, son charisme, ce qui fait que de temps en temps, on avait quelques petits coups de gueule, mais on ne s'est jamais mis sur la gueule, je vous rassure. Bon. Il aurait peut-être aimé de temps en temps, mais bon. J'ai pas osé. Il avait peur que je lui fasse mal. Donc, Bernard, je savais où je pouvais l'emmener. Et tout de suite. Et tout de suite, je savais qu'il ne ferait pas le tour la première année, parce que, il n'est pas prêt, et pour cause. Puis c'est le programme qu'on avait fait ensemble. La deuxième année, 77, il te fait Gand-Wevelgem, Liège-Bastogne-Liège, le Dauphiné. Le journal L'Équipe, pour essayer de me faire changer, fait un sondage sur pour ou contre Hinault dans le Tour. Là, j'étais d'ailleurs très surpris. C'est que le sondage a dit non, pas dans le Tour. Et là, je me suis dit, c'est marrant, il y a des gens qui sentent.
Mais il n'était pas prêt en 77. Il n'était pas prêt pour deux raisons. Un, l'équipe n'était pas prête. Donc tu ne mets pas quelqu'un capable de gagner le Tour avec une équipe qui n'est pas prête. Je l'avais fait l'année d'avant avec Van Impe, mais là on jouait sur du velours. Bon. L'année d'après, quand tu arrives en tant que leader, si tu n'as pas d'équipe, tu es mort. Et là, on n'avait pas l'équipe. Et pour moi, Bernard n'était pas encore mature pour faire 3 semaines dans une position de leader du Tour de France. Possible, vainqueur. Il n'était pas prêt encore à ce moment-là. C'était mon opinion. Et je pense que je ne me suis pas beaucoup trompé. Non, puis j'étais d'accord avec toi. Oui. Ben, l'avantage, c'est qu'on était d'accord. Bah oui. Bon. On avait fait un programme. En 76, déjà, Oui. quand on a été ensemble, on a fait un programme en disant, voilà, on va faire ça la première année, ça la deuxième année, et la troisième année, le but, c'est d'aller chercher le Tour. Il dit, d'accord, on y va. Bon, ça a Et été- c'est ça, c'est ce qui a fait notre force. C'est qu'on n'a pas brûlé la chandelle par les deux bouts. On a dit, on avance. Et 78, on avait l'équipe. Il m'a fallu 2 ans pour la bâtir. 2 ans après, on avait l'équipe. On pouvait aller au charbon. Et puis, on a été chercher le Tour d'Espagne avant. Parce que En préparation. le seul doute qu'on pouvait avoir, c'était les 21 jours. Est-ce que tu peux tenir les 21 jours? Tu ne l'as jamais fait, tu ne sais pas trop. Donc, on a dit, si on Oui, va au puis on Tour n'avait pas de d'Espagne- pression. Non. Puis on a gagné. C'est bien amusé quand même. Ouais, enfin, les Espagnols nous ont laissé gagner, c'est ça, non? Ouf. C'était toute l'Espagne contre nous, mais bon, Ouais, oui, bah, il y avait eu des passes d'armes qui n'étaient pas simples. pas triste. Mais c'était bien. Donc ça nous permettait aussi d'avoir Et de rôder l'équipe. une idée de ce qu'on pouvait faire après. Et quand on est arrivé au départ du Tour, ben, on a dit on vient pour gagner. On va pas se poser de questions quand même, non? Bon, tu t'en posais pour beaucoup. Hein. Bon, non. C'est plutôt moi qui m'en posais. Non, Mais pas par rapport à toi, par rapport au reste non, du mais groupe. quand tu sais Voilà. que tu as une équipe et puis que tu sens que tu vas T'es en bien. confiance. Bah oui. Et une bonne ambiance dans l'équipe, surtout ça. Pas derrière penser. La première fois que vous avez pris conscience que vous pouviez gagner le Tour, c'était avant cela? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Et pour moi, une des règles, c'était quand tu as le potentiel, alors les choses ont bougé depuis, hein, quand tu as le potentiel pour gagner le Tour, les grands champions le gagnent à 23 ans. Mais parce que la préparation au niveau des jeunes était différente de celle qu'on peut avoir pour les Pogačar aujourd'hui, où tous les jeunes qui arrivent à 18, 19 ans et qui sont presque en capacité d'être sur les podiums des championnats du monde ou des grands tours. À notre époque, cette capacité de développement qu'on a aujourd'hui au travers des techniques, des technologies, on ne l'avait pas à l'époque. On n'était que sur le feeling. Et encore, moi, j'avais un petit avantage, c'est que très tôt, j'ai eu des diplômes d'entraîneur, mais on n'avait pas cette capacité à dire comment on fait pour développer. On était sur du vécu au travers des anciens, comment ils s'entraînaient, comment ils faisaient, au travers d'éducateurs. Mais on n'avait pas aujourd'hui les outils que l'on a pour détecter à 12, 13, 14 ans quelqu'un qui va avoir le potentiel de monter au-dessus. Les datas le permettent aujourd'hui. Donc on était dans l'air du temps de notre période. Et c'est là, moi je savais au travers des résultats de Bernard. Et puis il y a des choses qui ne trompent pas à l'œil. Il y a des choses. Moi je me souviens, je ne l'ai jamais pris dans l'équipe, mais la première fois que j'ai vu Jean-François Bernard, où je suivais une course, je ne sais plus où. Je l'ai vu 3-4 fois dans des sorties de virage, dans des relances, la puissance, la force qu'il avait. Je savais pour Jean-François Bernard. Sauf qu'à l'époque, j'avais Hinault, Fignon, Lemon qui arrivaient, et Bernard, je le mets où, quoi? Donc, parce que, bon, ça fait partie des choses. Mais on voit quelqu'un qui a du talent. Quand j'ai vu Fignon la première fois, je le savais. Pour te couper, Jean-François, il n'est pas fait pour être un leader. Tout à fait. Mais C'est un attends, super équipier, c'est Oui. quelqu'un qui va gagner des courses, s'il y a un capitaine derrière qui gère tout. mais ça c'est effectivement comment tu maries tout le monde. Mais là, je pouvais pas le prendre. J'avais pas. Ben oui. Puis après, il faut discuter avec le taulier, celui qui met les bifs. Il faudrait augmenter de temps. Ah oui, non, mais le budget est limité. Budget est limité. Bon, le budget est limité. Mais c'est aussi un coureur que j'aurais aimé avoir parce que bon, c'était un grand coureur
En plus, il était super beau sur un vélo, efficace. Et puis, il avait une bonne bouille, quoi. En 77, après avoir fait le Dauphiné, quand tu domines, malgré la chute et tout, quand tu arrives à battre Merckx, Van Impe, Agostino, Bernard Thévenet, tu dis, bon, c'est bon. Et puis et le fait qu'on avait déjà programmé l'arrivée sur le Tour, en ayant des courses bien précises, de plus en plus dures, tu as confiance en toi. Et tu ne peux pas arriver au départ en disant moi je viens pour faire deuxième. Non, tu viens pour gagner. Après tu vois le résultat. Comment s'est construite votre relation? Ça a été facile parce qu'on avait un peu les mêmes idées. Si tu veux, quand on parlait tout à l'heure d'aller voir le professeur Ginet pour améliorer nos capacités physiques, pour savoir exactement qui on était intérieurement, quand on a été à la régie Renault, non, tout nous intéressait. Donc, on allait toujours dans le même sens. Le but, c'était de gagner. Et ça, c'était pas difficile, même si on a un peu de caractère. On n'a jamais eu, à partir du moment où il me dit oui, tu prends, on part ensemble, à partir de ce moment-là, la question ne s'est jamais posée. On discutait de tout, comme il dit, des programmes médicaux. Après, très rapidement, on a eu un programme au niveau de la régie Renault sur le développement biomécanique, l'ergonomie, l'aérodynamisme, où on a quand même été les premiers à mettre en place ce qui existe aujourd'hui. Alors après, ça a évolué au fil du temps. Mais tout ce qui existe aujourd'hui, c'est nous qui l'avons sorti. Ça a été amélioré, ensuite. Pas tout d'ailleurs. Il y a des choses qui ont régressé. Mais à partir de ce moment-là, on était en osmose. Ça n'a pas toujours été fluide entre vous? Alors, non. Non, parce que de temps en temps, on pouvait avoir des accrochages ou des divergences, mais pas sur ce qu'on vient d'évoquer. Sur quoi? Des fois sur des stratégies de course, ou sur des choses qu'il pouvait faire en course qui étaient limites, parce qu'il était un peu instinctif aussi, moi pas. Moi je suis très, très mathématique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a une logique de course, et cette logique de course, si tu l'appliques, tu dois aller gagner. Et j'avais un principe de base, d'ailleurs, mais vous ne le racontez pas, c'est qu'à chaque départ d'étape du Tour, je partais du principe que nous étions les plus faibles. Et qu'au fil des kilomètres, en fonction de ce qui se passait, on remontait dans la hiérarchie. Mais pour moi, les autres étaient plus forts que nous. Les autres équipes étaient plus fortes que nous. Donc à partir de ce moment-là, toute ma réflexion et tout mon raisonnement, c'était d'arriver à un moment à être à égalité avec les meilleurs. Mais c'est le déroulement de la course au travers, mais y compris sur le plan psychologique, pédagogique. Un peloton, c'est un microcosme de la société. Vous avez des méchants, vous avez des bons, vous avez des voyous, vous avez des gentils, des trop gentils. Voilà. Donc c'est un microcosme de la société. Donc comment toutes ces choses-là se passent? Et comment le peloton va vivre au travers de ça? Et moi, c'était comment je vis au travers de cette société et comment à un moment ou à un autre, je vais prendre le pouvoir sur cette société. Et pour pouvoir prendre le pouvoir, il faut être juste partout et il faut que les coureurs, à un moment, prennent le pouvoir. Moi, je donne les outils, les orientations, voilà. Mais ça ne partait pas du départ de la course. Tout l'hiver, quand on faisait les stages, de façon informelle, à chaque fois qu'on parlait de stratégie de course, je faisais le fond de jeu. Aujourd'hui, ils n'ont pas besoin, ils ont les oreillettes. Vous retirez les oreillettes, ils ne savent plus courir. Parce qu'on ne leur a pas appris à sentir la course. Ah ben ça. Bon, j'ai envie de dire, un des derniers qui sentait la course, c'est Vauclair. Eh bien, un des derniers. Et qui s'en sert d'ailleurs au niveau de l'équipe de France. Bon. Mais les autres, et en plus, il a tellement la science de la course qu'il la doit au fait de toujours courir derrière. Car quand tu es derrière, tu vois toute la course.
Ça, c'est un autre sujet. Quand tu n'es pas sûr de gagner. Celui qui est sûr de gagner, il court toujours devant. Parce qu'il voit tout. Oui, mais parce qu'il a les chevaux pour le faire. Ah ben voilà. Bon. Mais quand tu n'as pas les chevaux pour le faire, il faut jouer autrement. Mais c'est ça qui fait qu'à certains moments, le blaireau, des fois, trop sûr de sa force, parce que, comme il dit d'ailleurs, il vient de le dire, oui, mais trop sûr de sa force, des fois, il part sur des coups, et là, bon, là, je me dis, il est en train de me bouffer la feuille de match, quoi. Il a dû vous cadrer. Non, quand j'étais parti, j'étais parti. Ouais, sauf que je t'ai arrêté quelques coups, quand même. C'était dur, c'était dur. C'est quand Si, tu si. sens que tu as un peu la niaque, et puis tu y vas, quoi. Tu te poses pas de questions, quoi. Ouais, mais bon, c'est pas... des fois, il fallait mieux... Non, c'est pas trop raté souvent, quoi. Non, Quand même. non. Qu'est-ce qu'il vous a appris, Cyril? Bah, déjà, quand moi j'étais coureur, au tout début, quand on n'était pas ensemble, c'était sa manière de courir. Tu vois, c'était pas un gros moteur, comme on dit. Dis donc. Ben non. Mais qu'est-ce que tu dis, que j'ai pas un gros moteur, moi? C'était pas Hein? un 1000 cm3, c'était une 750. Non, il y a les 1200, les 1000 et les 750. Et par le travail, par le science de la course, te permettait d'aller au-dessus. Quand tu parlais de Vauclair, c'est ce que je lui ai dit plusieurs fois. Je dis, t'es un petit moteur, putain. Mais tu sens la course et tu te rates pas. Eh ben, c'est ça. Et puis, Donc, déjà, rien que ça te et donne puis il envie. savait à quel moment arrivait la télé. Hein. Ah bah oui. et ça te donne envie de travailler avec quelqu'un qui a cette sens de la course. Toi. Quand j'ai eu Stablinski avec moi, sens de la course, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Va au charbon et puis vas-y, quoi. Alors ça me surprend. Et c'est dommage, quoi, parce que c'était une période où ils s'en foutaient complètement des jeunes, quoi. Ils les cramaient, c'était des citrons, on les pressait, c'était pas bon, il y en avait encore 25 qui attendaient à la porte, quoi. Et moi, j'ai pas accepté ça. Donc je me suis mis en colère un peu contre lui. Et puis ça a pété au Dauphiné. Et quand j'avais déjà pris contact avec Mercier, et toi, tu es venu me voir donc à Paris-Tours, et tu me dis, si je reprends l'activité de gitane, est-ce que tu restes avec moi ou est-ce que tu pars? J'ai dit, si c'est toi, je reste. Si c'est stable, je pars. Parce que dans ma tête, déjà, je ne voulais pas faire toutes les courses comme lui voulait. En 75, il voulait que je fasse le tour pour faire les 8 premiers jours pour foutre la merde. Mais ce n'était pas dans mon intérêt. J'ai dit, si moi je prends le départ du tour, c'est pour le finir, c'est pas pour faire 8 jours. Donc déjà, là, ça s'accrochait déjà. Et ça, c'était juste avant le Dauphiné. Et au Dauphiné, ça a explosé. Tu as fait 2 étapes, non? Non, j'ai fini. J'ai fini, mais la dernière étape, au col de Sauce, j'ai foutu un peu le bordel, j'étais un peu colère. Et donc, alors c'est assez amusant, Jean Stablinski. J'ai décroché 1 kilomètre de l'arrivée qui était à Avignon. J'ai fini avec 1 minute, et puis j'ai été voir Stab. J'ai dit, tu vois, je suis pas bon, donc il vaut mieux que je rentre à la maison. Mais c'est marrant, Stablinski, moi j'ai couru avec Stablinski. Quand je suis né au Pro en 68, il était arrivé chez Mercier. Et c'est marrant parce que Stablinski est pour moi l'un des plus grands stratèges en tant que coureur. Et quand il a basculé de l'autre côté, il ne sentait plus la course. Comme quoi, c'est pas... mais quand je dis plus grand stratège, Jacques Anquetil, merci, stable. Hein. Ah oui, c'est sûr. Mais en plus, il sentait la course. Moi, j'ai couru avec lui. J'avais fait, avant Paris-Roubaix, entre autres, j'avais fait le Tour de Belgique. On faisait chambre ensemble, mais attends, c'était fabuleux ce qu'il m'apprenait, quoi. Et il y avait Barry Oban qui était là, et Barry Oban qui dit « Ah, ouais, Mostret, comment tu m'as planté là, comment tu m'as planté ?» Mais honnêtement, il y a des courses que tu as gagnées grâce à Stablinski, hein. Il faut quand même que je te le dise. Il y a des stratégies qu'on a utilisées. Ah bon, après. Ah oui, mais pas pendant. Et où j'utilisais les stratégies de Stablinski. Non, mais à partir du moment où il a été directeur sportif, plus dedans. Mais vraiment plus dedans. Il ne vivait pas la même chose. Il était plus dans la course. C'était un chauffeur de voiture. Et ça, c'est dommage, parce que tout son savoir, il ne l'a pas retransmis en tant que directeur sportif, ce que toi, tu as fait. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie. Quand a eu lieu votre première embrouille? La première fois, on s'est vraiment embrouillé.
C'est en 80 quand j'ai signé mon contrat avec la régie Renault, tout seul. Oh non, non, bien avant. Non, après le Tour des Flandres. Ah ouais, mais ça, c'est de la babiole. J'ai oublié de prendre le départ. Mais j'étais pas tout seul. Il a regardé l'arrivée à la télé chez lui. J'étais toujours en cuissard et en maillot. Ouais, t'as vu, il y avait Berland et Chassan. Voilà. Ils ont fait le tour de Beffroi, il faisait mauvais temps, ils sont rentrés. Mais Berland, il a été chercher le dossard et il l'a ramené et il n'a même pas sorti. Chassan, il est sorti. Avec une chaussure civile. Il a fait le tour de la place et moi j'ai fait 1 kilomètre. Bon, ça s'est mal passé après. Hein, voilà. Bon, on a eu une petite lettre, mais bon. C'est des bons souvenirs. Après, tu nous cherchais dans la course. Ils sont où, ces enfoirés? Non, mais moi, j'étais pas, c'était Champion qui était là-bas. Moi, j'étais au Grand Prix de Rennes. Ah, peut-être, oui. Ouais. Moi, tu te rappelles même plus qui était dans la voiture. Votre vraie embrouille, c'est donc au moment de la signature de votre contrat avec la régie Renault. Non, c'est après, quand j'ai signé mon contrat avec la régie. Oui, là, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Parce que moi, j'avais trouvé comment on appelle ça, un manager, quoi. Et donc, on a signé directement. Et là, c'était pas la même chose, quoi. Ben, on a fait avec, et puis c'est tout. Et puis bon, ça a duré qu'un certain temps. Et à un moment donné, tu te dis, on ne peut pas continuer comme ça, quoi. C'est pour ça que, bon, on s'est accroché quelques coups sur des petites conneries pour des pin-ups, pour presque rien, quoi. Et puis, quand j'ai eu mon problème de genou en 83, je dis, on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas vivre de cette manière-là. Et le lendemain qu'on s'était quitté, tout allait bien. Non, mais de toute façon, il y avait un problème qui était clair. En 83, il a son problème de genou, il gagne quand même le Tour d'Espagne. C'était pas du grand Bernard Hinault sur la course, mais à la sortie, il gagne. Il ne peut pas faire le tour, puisqu'il va y avoir une intervention chirurgicale. Et Fignon gagne le tour. Donc, enfoiré, t'avais un autre poulain. Ah bah écoute, il vaut mieux avoir deux fers au chaud. Bien sûr. Mais de toute façon, tu le savais en plus. Oui. Donc, est-ce que tu peux continuer dans une équipe où tu as 2 vainqueurs du Tour, plus un qui est un vainqueur du Tour, qui est Greg LeMond? C'est-à-dire que tu te trouves dans une équipe où tu as 2 coureurs qui ont gagné le Tour et un autre qui a le potentiel de le gagner. Et pour cause, il l'a gagné 3 fois. Bon. Et tu fais comment pour manager tout ça? C'est plus possible. Donc il y a un moment, tu fais quoi? Tu dis, bon, je ferme les yeux, je vais faire une sieste, et puis quand je vais me réveiller, il sera passé quoi? Parce que là, tu ne maîtrises plus. Bon, en plus, sur l'entrefait, tu as Tapi qui arrive de l'autre côté, enfin bref. Mais de toute façon, je savais, comme j'ai toujours dit, et je le répète, et ce n'est pas d'aujourd'hui, dans un groupe de biches, tu ne peux pas avoir 2 cerfs 10 corps. Il y a obligatoirement une mise à mort. Moi, j'aime bien reprendre les images de la nature, parce qu'elles nous rappellent certaines vérités. Donc je savais que c'était ou Bernard qui restait, ou Laurent. Mais c'est pas moi qui avais le pouvoir. Ça a été dur, la séparation. Bon, je ne vais pas répondre à cette question. Non, c'est un moment de la vie, dans une carrière. Ça serait aujourd'hui, nous on a fait 7 ans ensemble. Donc aujourd'hui, si tu trouves quelqu'un qui fait 7 ans dans la même équipe, c'est très rare, quoi. Il n'y en a même plus, d'ailleurs. Mais il y avait eu, pendant très, très longtemps, on a bien travaillé ensemble, et puis à un moment donné, il y a un petit désaccord, tu vas voir ailleurs. Mais ça fait partie de la vie. Et puis c'est une autre vie qui commence, quoi. Mais chacun a reconnu, même encore aujourd'hui, on reconnaît chacun les mérites de chacun, quoi. Ce qu'on a fait ensemble, on ne peut pas l'oublier. Tu ne peux pas oublier. C'est cette année qu'on a passé ensemble, tout ce qu'on a pu faire, l'évolution du cyclisme, sur la recherche médicale, sur la diététique, sur la mécanique, tout ça, tu ne peux pas l'oublier. On a été des précurseurs, parce qu'il faut avoir envie de le faire, quoi. Quel est le plus beau coup tactique que vous avez fait ensemble? On en a fait tellement. En Italie, c'était pas mal quand même.
Quand on leur a fait le coup de la Fiat Panda. On a bien rigolé quand même. Ils se sont fait avoir les Italiens, mais propre et net. Villemian avait donc des points pour la voiture, il en avait pour 2 ans. Et il y avait une ascension assez importante, mais il y avait un point Fiat, 2 bornes avant, le pied de la montagne. Et on a monté une cabale, tous ensemble. On a ramené l'équipe, on a recommencé à faire les points. Et les Italiens, oh Bibi, parce que Fiat Panda, Fiat Panda. Tu as les pneus, tu as déjà les pneus, le guidon, le volant pour 10 ans. Il dit, ouais. Et nous on le fait. Et au lieu de s'arrêter sur la ligne, on a à mort. Et tu avais un virage juste derrière et 2 bancs de vent de côté. Et puis il y avait surtout un de nos équipiers qui n'était pas devant, c'est Bécasse, qui lui, c'est là où tu vois l'intelligence de nos équipiers, toi. Il se retourne et qu'est-ce qu'il voit? Il y a Moser derrière et ça renie. Il laisse partir. Et nous, avec tout le reste de l'équipe, on a. Chaque coureur a fait 200 mètres. Au pied de la bosse, poum, ça s'est éparpillé dans tous les sens. Moi, j'ai attaqué. Et les autres coureurs italiens qui arrivaient plein pot, obligés de freiner parce qu'il y en avait dans tous les sens. Et c'est comme ça que Saroni et Contini, ils sont arrêtés sur le bord de la route. Et là, tu te marres. Parce qu'ils ont tout fait dans le vent, pas d'équipier, rien. On a attaqué la bosse, il n'y en a qu'un qui a pu filer, on ne sait pas comment. En plus, c'est un mec qui ne frottait pas. Panizza. et nous, il restait la Bernaude, qui a fait le pied. Et tous les autres, à partir du virage, ils ont fait 200 mètres au sprint. Les mecs, impossible de retrouver des équipiers pour les emmener. Ils ont donc fait les 2 bornes, vent pleine gueule, alors que lui, il était à l'abri comme la Bernaude. La Bernaude, c'est facile, la Bernaude, dans ce tour-là, et pour d'autres raisons malheureusement, il nous a fait que 2 étapes. Celle-là et le Stelvio. Le reste du temps, on ne l'a pas vu, et pour cause, je l'ai emmené là-bas pour des raisons très particulières, et il a assumé, il a suivi, et les 2 jours où il fallait faire quelque chose, il était là. Il était présent. Quand ont lieu vos retrouvailles? Dès que on s'est quitté, j'ai eu un contrôle fiscal sur le dos au même moment. Et Cyril, le contrôleur fiscal, il allait te voir pour poser des questions et tout. Et à chaque fois que le contrôleur venait le voir, à chaque fois il m'appelait. Le contrôleur, il est venu, j'ai dit ça. Ouais, t'as oublié de déclarer ça, hein, salaud. Non, parce que... tu vois? Non, après, ça s'est super bien passé. Il y a eu une année ou 2 où ça n'était pas le grand amour, si on veut. Mais dès qu'on s'est séparés, finalement, on s'est retrouvés. Il n'y a pas eu de conflit derrière. Non. Bon, on ne se voyait pas tous les jours parce qu'on avait des vies différentes, enfin, lui en tant que coureur. Mais sur les courses, on n'a jamais eu de problème. Et pourquoi aurions-nous eu des problèmes? Et puis après, aujourd'hui, on se voit aussi régulièrement au travers d'une invitation comme celle d'aujourd'hui. On va se revoir aussi le 19. Et puis, je sais pas, tu as 50 ans dans quelques jours. Il faut que je vois si je peux assister. Tu m'invites? Je t'ai invité, je sais bien. Voilà, donc, ouais, parce il est plus jeune du tout, ce petit-là. Depuis, il a grandi, parce qu'il va avoir 70 balais. Et Martine aussi. Eh oui. Eh oui. Et on est toujours ensemble. Oui, c'est peut-être une pierre dans mon jardin, là, non? Qu'est-ce que vous devez l'un à l'autre? Mais attends, je vais répondre avec lui. On a déjà répondu à toutes ces questions. On n'a pas besoin de répondre une deuxième fois avec des détails. Qu'aurait été Hinault sans Guimard? Qu'aurait été Guimard sans Hinault? Non, c'est rien. Point. On était fait pour avoir une période ensemble, travailler ensemble, et puis s'éclater, parce que finalement on s'est éclatés tous les deux, aussi bien moi sur le vélo que lui en tant que directeur sportif, parce qu'il y a la réussite, parce que c'est le travail de tout le monde qui a fait qu'il y avait la réussite au bout. Et moi j'ai toujours reconnu, même par rapport aux entraîneurs d'aujourd'hui, les 2 entraîneurs qui m'ont marqué le plus, donc c'est M. Leroux en tout début, Pépé Leroux, Cyril après, et puis 3, puisque après j'avais Paul Kochny. C'est les
3 entraîneurs qui m'ont marqué le plus. C'est pas ceux d'aujourd'hui, hein. C'est pas ceux d'aujourd'hui, hein. Bon, après tout ça, vous avez encore des questions? Non, on arrive au bout de la petite séquence. 2 heures. Ouais, on a tellement de choses. Allez. Et puis, il y a-